le futur Messie ressuscité. Ou caché, hein, comme Epstein, que sais-je. Vous savez, avec tous ces tunnels, moi j'y perds mon latin, que voulez-vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, le livre est une arme, chronique numéro 72 au titre évocateur, un titre qui laisse transpirer la teneur de cet essai dévastateur. La médecine et les... datant de 1940. Sachez avant tout que l'auteur, le docteur Fernand Quériou, se rend bien au-delà de tout ce que vous n'auriez osé imaginer. Il lance les hostilités dès l'introduction, en nous parlant d'une église de Carpentras datant du XVe siècle qui arbore cette particularité de posséder une porte appelée porte pharisienne. Bien sûr, tout ce que la France comporte d'historiens d'État bien pensants, double pléonasme, proclamera avec ferveur que cette dédicace a pour origine des petites échoppes tenues par les pharisiens justement à cet endroit précis. Allant plus loin dans le mensonge encore, nous en avons l'habitude, les cols roulés, soi-disant, vendaient des objets de piété aux chrétiens. Sous-entendu, regardez à quel point ils sont tolérants, admirez leur ouverture, chers amis, ils viennent vendre des objets de piété sur le lieu des chrétiens. Imaginez à quel point ils sont ouverts, ces gens-là. Sauf que, au-dessus de cette porte, se trouve une boule sur laquelle courent des rats. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Cela représente in fine notre monde envahi par les pharisiens rapaces, insatiables. Voilà la signification de la porte pharisienne. Dites-moi, chers abonnés, pour quelles raisons les gens de Carpentras et de toute la Provence à cette époque avaient développé une telle aversion envers les mammonistes. Dites-le-moi. Eh bien, c'est ce que nous détaillerons dans cette chronique. Enregistrez-la, partagez-la, diffusez-la ailleurs, car elle risque de disparaître aussi vite que votre banquier, quand vous êtes dans le besoin. J'ai marché en pensant à la France. La pauvre. Oui, Jean-Pierre Mariel nous avait prévenu déjà, essentiel, nous voilà dans nombre des chroniques. Le livre est une arme, vous le savez, surtout celles qui touchent à la révision historique, pléonasme encore une fois, nous remarquons, nous soulignons la même technique jamais éculée, faire passer l'agresseur pour l'agressé. C'est quelque chose qui est très présent dans ce que nous pourrions appeler la tactique historique des vainqueurs, en rabâchant l'idée à travers les siècles, histoire de la faire entrer, histoire de l'ancrer dans la mémoire collective. Eh bien, ne tournons pas autour de la kippa, il en est de même ici. Dès le XVe siècle, les talmudistes avaient pour mot d'ordre de dépouiller le chrétien. C'est ce que révèle la revue des études pharisiennes financée par Rothschild en publiant les propos du Sanhédrin, c'est-à-dire le prince des pharisiens en quelque sorte, datant de novembre 1489. Résumons-la. La plus haute autorité pharisienne demande à ses ouailles en France de pourrir le pays et les Français. Ainsi, mettre la main sur la médecine en France fut l'une de leurs premières malversations. Obéir au Sanhédrin et servir la tribu s'avère plus puissant que le serment d'Hippocrate. Instaurer l'esprit mercantile, le népotisme et la corruption au sein d'une telle institution comme la médecine s'avère une garantie de monopole. L'auteur donne l'exemple d'un médecin généraliste de la communauté, propriétaire qui plus est d'une clinique, qui pronostiqua une pleurésie purulente à une ouvrière sans le sou. Opération indispensable. 4000 francs de 1940 à payer tout de suite et comptant. Ça vous rappelle Freud peut-être? Plus les frais de la clinique chez monsieur. D'ailleurs, ce montant d'ailleurs à 1 mois, parce que comme le dit le salace col roulé, la vie vaut bien un sacrifice. Vous voyez le côté mercantile. Sur Telegram, d'ailleurs, je vous écrirai d'autres exemples afin de ne pas surcharger la chronique dont le but reste tout de même le brassage des idées. L'auteur dut se heurter, au cours de toutes les luttes menées, à des tribalistes maçonnisés. Ce sont les pires, selon lui, puisqu'ils font montre d'un racisme latent contre le français, un double racisme quasiment. Un double anti-francisme,
par leur côté pharisien et par le côté maçonnique. Car ils désirent la conserver, cette mainmise sur la médecine française. Le docteur, c'est celui qui pénètre le secret des foyers, c'est celui qui reçoit les confidences et soigne le moral. Son pouvoir de bienfaisance ou de nuisance est immense. Il désire la conserver, cette mainmise. Revenons à l'origine de la médecine en France et à ses spécificités. Voyons comment les pharisiens se la sont accaparés. Les clercs s'occupaient de la médecine jusqu'au XIVe siècle, où les rois rendirent des édits pour que ceux qui désiraient exercer la médecine la prissent à l'université. Dans le même temps, pratique typiquement française qui vous rappellera beaucoup de choses, l'on favorisa les médecins venus de l'étranger, au détriment des Français sortis de faculté grâce à une pension prise sur le trésor royal classique, un classique de chez nous. Après la Révolution, les corporations disparurent et la médecine fut libre, sans garde-fou, ni loi encadrant la pratique. Imaginez cela. Tout le monde peut devenir médecin, peu importe votre nationalité, il suffit simplement d'être agrégé à une faculté. Imaginez donc le nombre de médecins qui ont débarqué, soutenus par leur organisation interne, soutenus par leur tribu, soutenus par leur communauté. Et ce furent principalement les Roumains talmudistes qui jouirent de ce privilège. Pas que, puisque plus tard, fin XIXe siècle, les talmudistes pouvaient acheter le diplôme de docteur en médecine de l'université de Philadelphie pour la modique somme de 600 francs. Ainsi, l'école de médecine de Nancy regorgeait de pharisiens venus du monde entier avec des diplômes frelatés à la valeur soupçonnable. Avec la loi de 1892, ce fut pire. Les équivalences furent reconnues et une flopée de pharisiens afflua. Une véritable colonisation exotique. Elle s'imposa, on peut dire, dans la médecine française. Puis en 1916, en pleine guerre dévastatrice, l'on concéda aux étrangers la gratuité de la déclaration d'équivalence. Le coup de grâce sera donné en 1929 par le traître Édouard Henriot avec une sorte de décret qui mit le feu aux poudres, un décret facilitant la naturalisation des étudiants étrangers. Les associations étudiantes ne se laissèrent pas faire, protestèrent vigoureusement en 1930. D'ailleurs, le sénateur Armbrusté dénoncera même ces médecins étrangers incapables d'obtenir leur diplôme dans leur pays et dont les tares et les délits les ont forcés à s'expatrier, dont les tares et les délits les ont forcés à s'expatrier. Mais quel tare, quel délit, me direz-vous? Eh bien, l'avortement. L'avortement en premier lieu pratiqué par les médecins étrangers pharisiens avec fierté et déjà progressisme. En 1932, Louis Bonnefou œuvrait et militait, lui, pour faire revivre l'esprit médical d'antan, l'esprit sacerdotal et par là même l'exercice de la médecine aux seuls Français. En 1933, la loi Armbrustet donc passa. Pourtant, cela ne les arrêta pas. La France est en passe de devenir le paradis de pouilleux indésirables, banni d'ici, renié par là, dit même le docteur Paul Guérin dans le journal L'Action française de Maurras, dont je publierai d'ailleurs les plus savoureux morceaux sur Telegram. Plus de 100 lettres furent envoyées aux parlementaires français, des lettres mortes, la plupart du temps, sauf une, sauf celle destinée à messieurs Domange et Cousin. Elle porta ses fruits, puisque, enfin, petite avancée, apparut le texte de loi Cousin-Nast en 1935 censé protéger la médecine française ainsi que les Français. N'était-il pas déjà trop tard? Parce qu'en 1934, les avocats avaient déjà obtenu que les réfugiés allemands, comprendre pharisiens fuyant l'Allemagne, pouvaient être naturalisés au bout d'un an et s'inscrire au barreau. Et oui, les lois républicaines sont xénophiles, et elles sont faites, elles sont appliquées par des canailles. Déjà à l'époque, il y a 100 ans. Impossible pour un Français de vivre sur son sol en toute légitimité déjà à cette époque. La médecine française était perdue. Venait le tour de la France entière. Car pendant la guerre, les médecins comme notre auteur furent mobilisés et ne purent plus faire entendre leur voix. D'un autre côté,
Les qui vous savez sévissaient dans les campagnes où soi-disant la France manquait de médecins. Eux, ils n'étaient pas soumis au service militaire. Sous le maréchal Pétain, le 16 août 1940, vit cependant le jour une loi exigeant que seuls les Français avaient le droit d'exercer la médecine en France. La France, vous le savez, c'est la terre. C'est la race paysanne ancienne de laquelle nous sommes tous issus. Ces kabbalistes débarqués par nuées ignorent tout de la vie profonde de la France. Les médecins doivent être imprégnés de notre sol. Et vous le savez, le pharisien appelle le pharisien. Le Front populaire puis le décret Crémieux, tous se comportaient comme membres éminents d'un comité d'assistance aux réfugiés. Aux réfugiés pharisiens, bien évidemment. Ils favorisaient leur race, les faisaient venir. Parce qu'en réalité, le pire est arrivé. Les lois Armbrusté et Cousin-Nast, censées protéger la médecine française, provoquèrent le drame. Des vagues de naturalisation favorisées par le Front populaire de Léon Blum. Désormais, les pharisiens sont français. 900 naturalisations parmi les médecins entre 1924 et 1940, majoritairement pharisiens. Et beaucoup plus encore chez les étudiants en médecine dont les chiffres furent introuvables. Le pic, l'heure de gloire, on va dire, ce sont les années 36 à 38 pour les Abramovitch, pour les Kahn, pour les Davidovitch, pour les Cohen. L'auteur ici égrène la liste de France Info. Et puis, au pire, si jamais le gouvernement ne parvenait pas à naturaliser un médecin de la communauté, de suite ce dernier se trouvait parachuté comme speaker des conférences médicales à la radio d'État à 2500 francs par mois, alors que les médecins français, revenant de la guerre, mutilés ou blessés, sont abandonnés sans la moindre ressource. C'est par ce type d'exemple parlant, c'est par ce type d'exemple pertinent que l'on mesure l'ampleur, la véracité de la colonisation talmudiste en France, bien avant le drapeau d'Israël arboré sur la tour Eiffel comme nous l'avons vu il y a quelques mois. Car comprenez bien que ces naturalisations ont été orchestrées sans enquête, les lois ne s'appliquant pas déjà à l'époque, pour eux, en république maçonnique. Pas d'enquête ni de service militaire pour eux, la guerre. C'est pour les goïms. La médecine devint le règne de l'étranger, le règne du pharisien, tout comme la République. Par effet communicant, évidence même, le nombre d'étudiants français en médecine depuis 1920 ne fit que décroître. Il se réduit comme peau de chagrin. Écoutez bien, à Tours, en 1932, sur 120 étudiants inscrits en médecine, seuls 18 étaient français. 18. 102 contre 18. Et parmi ces 102, loin d'une élite, parlons plutôt de rebut roumain. Tendez encore l'oreille. En Roumanie, les places étaient limitées à 150, les 150 meilleures notes au baccalauréat. Parmi cette élite, peu de col roulé, évidemment, une dizaine tout au plus. Ainsi, l'écrasante majorité des pharisiens rebus partirent sans vergogne s'inscrire en France. À la faculté de médecine de Paris, en 1936, sur les 436 étudiants roumains inscrits pour le diplôme d'État, seuls 39 étaient chrétiens. Les 85% restants, ai-je besoin de préciser? Comprenez bien que ce déferlement, à cette époque, se veut mondial. Les kabbalistes cherchaient à pénétrer dans n'importe quel interstice, quel que soit le pays. Mais ailleurs, l'on se protégea, l'on renforça les critères d'entrée, l'on limita le nombre de places, l'on se prémunit du qui vous savez. Partout ailleurs, on le chassa, sauf en France. Sauf en France où les bras lui furent toujours tendus. Subvention considérable à la clé affichée dans le journal officiel, ce qui avait pour but de décourager le médecin français, dont la vocation ancrée demeurait de servir son pays et les siens. Pire, l'invasion dépassa le cadre de la métropole sous l'impulsion de Blum et autres moques. Près de 200 pharisiens médecins furent envoyés dans les colonies, provoquant remous par leur incompétence et même révolte par leur mentalité, comme en Côte d'Ivoire, en 1939. Vous me direz, d'accord, le livre est une arme, c'est bien, mais au moins les gens avaient le choix quand même d'aller consulter un médecin français.
Ils avaient quand même un proche de chez eux, un vrai, un qualifié, un homme de chez eux. Eh bien, pas vraiment. Pas vraiment, car parmi l'ensemble des médecins français, répertoriés par exemple dans le guide médical et pharmaceutique édité par le docteur Rosenwald pour la Seine, les Lévy sont 44 médailles d'or des patronymes, suivis par les Weil, 24 médailles d'argent. Les Martin, 20, prennent la médaille de bronze, ils sauvent l'honneur national. La famille des Bloch finissent 4e au pied du podium avec 16, juste devant les Dreyfus, 13. Quant aux Dupont, vous savez les Dupont là, on vous a souvent parlé des Dupont quand vous étiez jeune, on vous parlait tout le temps les Français, les Dupont. Moi, personnellement, j'ai jamais connu un Dupont de ma vie, à part une sorte de danseur classique. Mais j'ai jamais eu dans mon entourage quelqu'un qui s'appelait Dupont. Bref, on nous a serinés avec ça, les Dupont. Quant aux Dupont, vous savez, les Français moyens, mais ils ne sont que 2. Bref, nous vous déconseillons les lettres A, I, S, W et Z, si l'exotisme oriental vous soulève le cœur. Le Pharisien, vous l'avez remarqué, ne reste jamais isolé. Un seul entre et en un rien de temps c'est une colonie israélienne. La province fut inondée. Les internes des hôpitaux furent inondés. Les assurances sociales furent inondées. Itou, ou colonisées. Donc, sur la voie des réfutations maintenant. Peut-être vous dites-vous que peu importe la nationalité du docteur, seul compte sa compétence, sa qualité, sa valeur morale. Ah, naïf que vous êtes. Et là, malheureusement, nous nous heurtons à une constante. Le médecin issu de la communauté est un marchand de tapis. Il promet tout, se veut capable de tout, demeure charlatan dans l'âme, puisqu'il a en lui une conception commerciale de la médecine aux antipodes de la nôtre. Il trafique. Il ment à la caisse d'assurance sociale, gonfle ses remboursements et boursoufle son prestige, s'invente une spécialité, ce qui attire le chaland français. La morale est bafouée. D'ailleurs, les médecins col roulé condamnés sont 2 fois plus nombreux que les médecins français. Et puis au sein des 10 médecins français, ce sont les naturalisés qui dominent. En clair, les recherches de monsieur Quériou démontre que 91% des condamnés par les tribunaux entre 1929 et 1938 furent étrangers ou d'origine étrangère, comprendre marron, comme il dit l'auteur, c'est-à-dire pharisien. Exemple symptomatique. Aucun médecin français ne fut condamné pour avortement. Je vais vraiment la redire parce qu'elle est très importante celle-là. Ça vous démontre à quel point nous avons été pollués. Et il est nulle question de se dire que nous n'avons aucune faute. Mais regardez bien cette phrase, elle vous dit quand même beaucoup de choses. Aucun médecin français ne fut condamné pour avortement. Aucun. Comprenez bien. Le plus grand avorteur demeurait un talmudiste roumain, naturalisé français s'il vous plaît, opérant sous différentes identités, possédant un immeuble dans Paris et condamné plusieurs fois. On parle, tenez-vous bien, en 1935, en une année, tenez-vous bien, en 1935, de 200 000 avortements en France. Évidemment, c'est payé en cash et sous le manteau. Vous avez compris, puisque c'était interdit. Ajoutons à cela, vous vous en doutez, que la franc-maçonnerie avait posé sa main velue sur la médecine française par l'intermédiaire de la secte Les Amis de Rabelais, abritant une effroyable proportion de nez plongeant dans le visage. Comment voulez-vous instruire dans de telles conditions? Enseigner la médecine, former un bon médecin, cela se réalise devant un lit d'hôpital, en insistant sur la pratique. Comment est-ce possible devant un tel encombrement? Comment est-ce possible avec des pharisiens orientaux parlant à peine notre langue? C'est tout un savoir-faire français qui s'est ainsi effondré, qualitativement et moralement. La médecine française n'est plus. Le kabbaliste, lui, jubile. Il fait croquer la tribu, qui le pharmacien, qui le cousin avorteur, qui l'ami spécialiste. L'auteur termine par une note d'espoir qui s'est faufilée au milieu des nuages orageux. La création d'un ordre des médecins par le maréchal Pétain en 1940, avant-goût d'une sorte de corporation médicale. Il pense que c'est la bonne voie que nous devrions suivre.
La médecine doit conserver son indépendance, clame monsieur Queriou. Débarrasser des marrons et retrouver sa conception sociale corporative de caractère et de tempérament français. Ouais, sauf que malheureusement, après la guerre, les protestants américains et leurs conglomérats pharmaceutiques passeront par là. Allons, au-delà du livre, chers amis, restons au cœur de ce thème, la médecine pharisienne. Surtout parlons du rapport entretenu par les médecins pharisiens avec leurs patients non pharisiens. Si le domaine médical fut accaparé, comme nous l'avons vu, par la tribu, le hasard n'en est pas responsable. Vous le verrez dans une prochaine chronique, certainement la 74 ou la 75. Nous montrerons que chez les qui vous savez, l'entrisme et la cooptation dans certains domaines bien précis, soit la politique, la culture et la médecine, relèvent du calcul, relèvent d'une stratégie établie au sein des plus hautes institutions cryptiques pharisiennes. La médecine, vous le savez, c'est entrer dans l'intimité des gens, c'est prendre le pouls de la population française, c'est connaître avant tout le monde les souffrances, les exaspérations, les espoirs aussi. Et quand vous faites remonter cela à vos supérieurs, c'est une force indéniable. Toujours un coup d'avance. Vous maîtrisez le rythme cardiaque de la France. Alors encore une fois, les plus naïfs diront « Certes, le livre est une arme, mais s'ils font bien leur métier, indirectement, ils servent la France et les Français, non ?» Ah là 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 là. Déjà, mettons entre parenthèses tous les médecins d'obédience talmudique qui ont œuvré à travers l'histoire pour corrompre et pervertir nos mœurs et pour imposer de nouvelles pensées sociétales. Les exemples pullulent, très rapidement et très brièvement. À l'origine du planning familial, nous trouvons le docteur Pierre Simon, grand maître de la Loge de France. Nous trouvons aussi Simone Weil, née Jacob, qui était, quant à elle, du Bnei Brit. Voilà, deux petits exemples rapides. Mais évoquons plutôt la mentalité inscrite en eux. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Sachez que pour Maïmonide, le grand penseur des mamonistes, la référence vendue au monde des gogoïmes comme la tolérance incarnée, il est interdit de guérir un goy, même contre de l'argent. Dans le Talmud, selon le Shoshen Am 425.5, il est permis de tuer indirectement un goy. Selon le Pehachim 25a, il faut éviter l'aide médicale des goïms. C'est pas... Cependant, un tel comportement ignoble aurait forcément été mis à jour depuis tant d'années, vous allez me dire. Les puissants goïms, les goïms de pouvoir, qui pourraient se fâcher et donner un coup de chausson aux pharisiens, ne doivent pas prendre connaissance de cette tournure d'esprit maléfique, de cette mentalité tribale anti-goïm. Cela pourrait mettre la vie de tous les pharisiens en danger. Eh bien, Maïmonide possédait la solution. Là où un danger existe, l'obligation de l'éviter supplante l'interdiction de soigner les goïms. Il termine en disant « Si vous craignez l'hostilité, guérissez le goy, moyennant rétribution, bien qu'il vous soit interdit de le faire sans rétribution. » Enfin, pour achever cette chronique en apothéose, quoi de mieux qu'un exemple en guise de clou du spectacle? Un exemple loquace qui réunit tous les éléments, tous les concepts évoqués aujourd'hui. Un exemple qui touche les Lubavitch, ceux de la maison Chabad, comme dirait Meir Habib, ceux qui vénéraient le rabbi Schneerson décédé en 1994, ceux qui croient d'ailleurs aujourd'hui que le rabbi en question n'a pas trépassé totalement et qu'il fut en réalité le roi Messie, c'est-à-dire le roi des talmudistes issus de la maison de David. Deux succinctes réflexions avant de commencer la petite histoire. La première, c'est que je me dis que quand on entend dire que les Lubavitch ne font pas de politique, alors que eux-mêmes considèrent leur chef comme le Messie futur roi de tous les pharisiens, c'est-à-dire même les paravents gauchistes pharisiens de France, donc Schneerson serait leur chef, leur roi. Avouez que cela prête à sourire, un roi qui ne ferait pas de politique. Deuxième réflexion. Le rabbi Schneerson serait donc, selon l'antenne Chabad, le futur Messie ressuscité, ou caché, comme Epstein, que sais-je. Vous savez, avec tous ces tunnels, moi
J'y perds mon latin, que voulez-vous. Donc, le futur Messie ressuscité, alors que lui-même, de son vivant, il sommait, il exigeait de Netanyahou, tout penaud, de s'activer pour hâter la venue du Messie. Donc de lui-même, si je suis les Lubavitch. À moins qu'il ne soit jamais d'accord sur le Messie en question, et que cela varie constamment, à moins qu'ils n'en aient aucune idée, et qu'ils abusent de ce concept de Messie à des fins politiques, encore une fois, ou à moins que, in fine, il soit déjà venu, finalement, le Messie. Allez, nous y voilà avec notre histoire après cette petite parenthèse. En 1991, à Crown Heights, dans le quartier de Brooklyn, pour être précis, repère des Lubavitch, se déroulèrent des émeutes en plein mois d'août du 19 au 23. Des groupes de Noirs, communément appelés Afro-Américains, vous le savez, se lancèrent dans des expéditions anti-pharisiennes, anti-orthodoxes, pour être plus précis, anti-Lubavitch. Ils détruisirent des maisons choisies, des magasins ciblés, des véhicules. Des centaines de policiers furent appelés en renfort. Le groupe de jeunes noirs, fidèles à un certain Al Sharpton, brûla le drapeau israélien en dehors du local des Lubavitch. Ils sont rentrés dans le local, ils ont pris le drapeau et l'ont brûlé à l'extérieur. Al Sharpton, si vous voulez, c'est un pasteur évangéliste très impliqué dans la communauté noire. Bref, ce furent les émeutes les plus anti-pharisiennes de l'histoire. Elles ont terrorisé 20 000 Lubavitch durant 3 jours, donc 6 magasins pillés, 152 policiers et 38 civils blessés, 27 véhicules de police endommagés, mais le pire, une survivante Lubavitch de l'Holocauste qui s'est suicidée. Brocha Estrin, elle s'appelait. À cause de ces noirs, hein, évidemment, vous l'avez compris. À cause d'eux, elle s'est suicidée. Mais bon, surtout, il y a quand même eu un mort. C'est vrai, je suis un peu sarcastique, mais il y a quand même eu un mort. Un Australien orthodoxe nommé Yankel Rosenbaum, venu étudier chez les Lubavitch et qui a été froidement et sans ménagement assassiné d'un coup de couteau. Ces émeutes sont arrivées quelques mois après la sortie du fameux pamphlet anti-pharisien « Les relations secrètes entre les Noirs et les talmudistes » que nous avions décortiqué en chronique numéro 11, mais qui a disparu de... Vous vous en doutez bien, vous trouverez le lien Odyssée sous la présente vidéo si vous voulez vous refaire une très bonne vidéo, une très bonne chronique. Bref, voilà pour l'histoire de ces soulèvements noirs, violents, anti-pharisiens. Voilà ce qu'on en trouve dans la presse pharisienne, très prolixe sur le sujet. Je vous en ai fait un résumé de tout ce que l'on en trouve. Seulement, si le livre est une arme, la vérité est une cible. La version pharisienne que je viens de vous détailler de ces insurrections se veut très partielle, très partiale aussi, c'est-à-dire, comme toujours, mensongère. Rétablissons la vérité et recommençons depuis le début. Retraçons toute cette histoire. Un jour, 2 jeunes enfants, cousins, d'origine guyanienne, jouaient dans les rues de Brooklyn. Alors que Gavin allait régler l'antivol de son vélo attaché sur le trottoir, un conducteur d'une grosse cylindrée, un Lubavitch nommé Yosef Lish, fit une embardée sur le trottoir justement et frappa les enfants, tuant Gavin, écrasé contre le mur et blessant Angela très grièvement. Des rumeurs circulèrent d'emblée comme quoi Lish était ivre, mais vous verrez pourquoi, il fut impossible de le savoir. Et oui, impossible de le savoir car les premiers secouristes à se précipiter sur les lieux furent les communautaires pharisiens, le Hatzolah Service. Ces tribalistes ambulanciers prirent soin du chauffeur que la population désirait littéralement lyncher, laissant le garçon exploser contre le mur, agonisant et ne s'occupant même pas du 2e enfant. Le conducteur col roulé en question faisait partie de ce que l'on appelle une escorte officielle, celle du rabbi Mendel Schneerson, le rabbi, l'illustre Lubavitch qui se trouvait dans une cylindrée juste devant. L'homme avait pour consigne de ne jamais lâcher la voiture de Schneerson, jamais lâcher la voiture de Schneerson, d'être toujours juste derrière, par crainte d'attaque
ou d'attentats, quitte à brûler le feu, quitte à monter sur les trottoirs. Qui aurait l'idée saugrenue de s'attaquer à un rabbi dans son repère de New York? Bref, il faut vraiment être un peu paranoïaque. Bon, passons. Les juges, plus tard, petite parenthèse, décréteront que cela n'était qu'un banal accident de la route. Continuons l'histoire. Parce que l'image marquante de ces émeutes, c'est celle du maire de New York, David Dinkins, l'air contrit, la soumission bien affichée, venu présenter ses excuses sous l'œil des caméras, kippa sur la tête d'ailleurs, à deviner qui, eh oui, eh bien au rabbin Schneerson. Donc le maire de New York, noir, vient présenter des excuses et des condoléances au rabbin Schneerson. L'inverse aurait été plus logique, plus attendu, mais non. Pas chez les États-Unis d'Amérique qui ont consacré une journée nationale de leur calendrier au rabbi en question et au Lubavitch. Le maire de New York, donc un noir, est venu baiser la main de Don Schneerson et montrer sa tristesse, présenter ses condoléances suite au meurtre du religieux australien Rosenbaum. Le pire dans tout cela, c'est que David Dinkins, malgré toute sa soumission, malgré toute la soupe qu'il servit au Lubavitch, perdra les élections pour la mairie de New York en 1993 contre Rudolph Giuliani, qui l'accusera de s'être montré anti-pharisien et de soutenir le nationalisme noir et les pogroms. Les pogroms. À cause de ces émeutes, et malgré ses excuses, il a perdu la mairie avec une propagande folle créée par Giuliani qui a servi la soupe encore plus, dirons-nous, à Schneerson. Grâce à cette élection, d'ailleurs, de Giuliani, le 11 septembre 2001 fut possible. Fermons la parenthèse. Précisons aussi que les Noirs reprochaient au Lubavitch depuis des années de bénéficier d'un traitement de faveur de la part des autorités municipales. Par exemple, les rues étaient bloquées autour de leur synagogue durant Shabbat. Les Hassidim ont instauré une situation d'apartheid à Crown Heights, dira le docteur Vernal Cave. Les plus sceptiques rétorqueront que quand même, il y eut un mort à Lubavitch, lâchement poignardé, un Australien loin de chez lui, qui a été attaqué. Ah oui, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, et on terminera là-dessus. Rosenbaum avait bien pris un coup de couteau. De qui? On ne le savait pas. D'un noir, disait-il. Disait-il, oui, car cet étudiant Lubavitch australien, finalement, loin de chez lui, très loin de chez lui, avait survécu. Eh oui. Le maire David Dinkins, toujours, est même venu le voir et le consoler à l'hôpital du comté Kings. Dès le lendemain. Il allait très bien. Il allait très bien et ne devait pas trop tarder à sortir. Cependant, quelques heures après la visite du maire, Rosenbaum décéda des suites de saignements sur une blessure qui n'avait pas été détectée au préalable. Étonnant, hein? Toujours les mêmes techniques qui reviennent inlassablement. Allez, que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est arrêtée. Mes amis, ce fut une longue chronique. N'hésitez pas à la partager et à la faire fleurir.